Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite annonce. À l'approche de la nouvelle année, plusieurs changements vont avoir lieu ici sur World Affairs in Context. Une partie importante de mon contenu sera transférée sur Substack et Patreon. Vous y verrez de nouvelles interviews et je suis très enthousiaste à propos de ces changements. Il y aura également plus de contenu écrit. D'ailleurs, j'ai publié un nouvel article ce matin sur mon Patreon et mon Substack. Vous êtes les bienvenus pour le lire. Vous découvrirez aussi de nouvelles façons d'interagir avec mon contenu et de discuter avec moi ainsi qu'avec d'autres abonnés dans un chat réservé aux abonnés. Ce sera une excellente façon de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et je suis très enthousiaste à propos de ces nouveaux changements qui, je pense, apporteront beaucoup plus de dynamisme à World Affairs in Context. J'inclurai les liens vers mon Substack et mon Patreon dans la description sous cette vidéo. Assurez-vous d'être abonné et j'ai hâte de vous retrouver sur ces deux plateformes. Ce qui vient de se passer à Bruxelles ressemble, en apparence, à une démonstration massive d'unité européenne. On parle d'un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, garanti par le budget de l'UPNOE et réparti sur les 2 prochaines années. Le président français Macron a confirmé que les fonds seront utilisés pour les capacités militaires de l'Ukraine. Donc, cela n'a rien à voir avec une aide humanitaire ou quoi que ce soit de ce genre. Nous ne faisons que financer la guerre, déclare Macron. Mais ce n'est que le titre. Lorsqu'on regarde au-delà, la décision raconte une histoire bien plus complexe, faite de peurs politiques, de risques juridiques, d'une Union européenne fracturée et d'un recul face à ce que beaucoup de dirigeants européens décrivaient autrefois comme l'option la plus audacieuse sur la table. Après 15 heures de négociations qui se sont prolongées tard dans la nuit, les dirigeants de l'UPNOE sont parvenus à un accord qui visait autant à éviter une catastrophe de leur propre fait, sans doute, qu'à poursuivre le financement de la guerre par procuration en Ukraine. L'accord accorde à Kiev un prêt sans intérêt, garanti par la force collective du budget de l'UPNOE, destiné à couvrir des besoins militaires urgents et prétendument économiques. En public, les responsables ont présenté cela comme une solution pratique et réaliste, et bien sûr, ils étaient contraints de sauver la face. Mais en privé, les diplomates ont admis tout autre chose. Ce n'était pas le plan qu'ils souhaitaient, c'était celui avec lequel ils pouvaient vivre. En d'autres termes, cette fois-ci, le bon sens a prévalu, mais l'envie d'en faire davantage demeure. Dès le début du sommet, tout tournait autour d'une seule figure, le Premier ministre belge Bart De Wever. La Belgique abrite Euroclear, le dépositaire financier qui détient une part considérable des avoirs russes gelés. Et De Wever s'est montré très clair, très cohérent et très obstiné. Utiliser ces avoirs, affirmait-il, exposerait la Belgique et, par extension, l'Union européenne à d'énormes risques juridiques et financiers. Bien sûr que oui, c'est du vol. La Russie pourrait riposter, les procès pourraient s'accumuler et le précédent pourrait hanter l'Europe pendant des décennies, tandis que des États étrangers retireraient leurs fonds souverains pour les placer ailleurs. Il avait donc entièrement raison. C'est un point que beaucoup d'entre nous défendent depuis plusieurs années déjà. Tout au long de la journée de jeudi, la pression est montée. D'autres dirigeants ont tenté la persuasion, par exemple Ursula von der Leyen, qui a fini par perdre. Les diplomates ont proposé des garanties. Certains espéraient que la situation finirait par se détendre, mais lui non. Et tard dans la nuit, la réalité s'est imposée. Il n'y aurait pas d'accord sur l'utilisation des avoirs russes, du moins pour l'instant. C'est alors que le tournant s'est produit. Au lieu de saisir les réserves russes, l'Union européenne a choisi d'emprunter elle-même l'argent. Le prêt de 90 milliards d'euros sera levé sous la garantie du budget commun de l'UE. L'Ukraine recevra les fonds immédiatement, sans payer d'intérêt.
Le remboursement, toutefois, est conditionnel, du moins politiquement conditionnel. Selon le président du Conseil européen Antonio Costa et le chancelier allemand Friedrich Merz, l'Ukraine ne sera tenue de rembourser ce prêt que si la Russie verse un jour des réparations. C'est bien sûr un vœu pieux. Les réparations sont payées par le perdant, non par le vainqueur. Et ils en sont parfaitement conscients. C'est là que l'ambiguïté réapparaît. Merz a ouvertement suggéré que l'Union européenne pourrait encore se tourner vers les avoirs russes gelés pour couvrir la dette de l'Ukraine. Il a affirmé que cela se ferait, je cite, en pleine conformité avec le droit international. En d'autres termes, l'option n'a pas complètement disparu, elle a simplement été reportée, elle a été enveloppée dans un langage juridique et repoussée à plus tard. Cette décision a également révélé quelque chose que l'Europe préfère ne pas aborder. L'unité au sein de l'UPBR s'accompagne désormais d'exemptions, de dérogations et d'au moins quelques compromis. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ont refusé de participer à la garantie de ce prêt. Elles ne voulaient ni exposition financière, ni responsabilité politique, et au lieu d'imposer la décision, Bruxelles les a laissées se retirer. Ainsi, l'Union européenne est en train de se fracturer sous nos yeux. Ce n'est qu'après que ces trois États ont été effectivement libérés de toute obligation financière qu'ils ont accepté de ne pas bloquer l'initiative. C'est ainsi que l'UPBR a obtenu son accord. Les partisans de l'Ukraine ont tout de même déclaré victoire, bien sûr. Le président français Macron a qualifié l'accord de solution la plus réaliste et la plus pratique. Il a souligné que le soutien militaire à l'Ukraine est désormais garanti. Un diplomate de l'UPME a affirmé que le bloc était passé de sauver l'Ukraine à sauver la face. Et je suis d'accord avec la seconde partie de cette déclaration. L'UPME n'a jamais vraiment essayé de sauver l'Ukraine. Au contraire, elle utilise l'Ukraine comme un intermédiaire. Et puis, bien sûr, il y a la réponse de la Russie dont nous devons parler. Elle prend déjà forme. La réaction est très mesurée, très réfléchie. Quelques jours avant le sommet, la Banque centrale de Russie a intenté un procès contre Euroclear, réclamant plus de 18 000 milliards de roubles de dommages et intérêts. Beaucoup considèrent cette action en justice comme un geste symbolique, car elle a été déposée au sein même de la Fédération de Russie. Mais cela reste un geste nécessaire. C'est le signe que cette bataille juridique plane sur tout ce que fait l'Europe. C'est un rappel que la guerre financière ne s'arrête pas aux sanctions. Elle se poursuit. Elle se poursuit devant les tribunaux, les instances d'arbitrage et les institutions internationales. Peut-être que personne n'a mieux incarné le résultat du sommet que Borrell lui-même. Il a reconnu ouvertement que certains dirigeants européens voulaient punir le président Vladimir Poutine en s'emparant de l'argent de la Russie. Mais il a déclaré que la politique n'était pas une profession émotionnelle et que la rationalité devait l'emporter. Puis il a plaisanté de manière assez sombre. Et j'ai trouvé cela très très drôle. Et j'ajouterai un lien vers la vidéo où il fait réellement ses commentaires. Il a parlé d'aller dans sa datcha à Saint-Pétersbourg avec Gérard Depardieu comme voisin et Bachar el-Assad en face, et il a plaisanté sur le fait de devenir le maire du quartier. C'était sa réponse malicieuse à Politico qu'il avait présenté comme un agent russe. Mais maintenant, je dois aller à ma datcha à Saint-Pétersbourg où mon voisin est Depardieu, et de l'autre côté de la rue, il y a Assad. Je pense que je pourrais devenir le maire de ce petit village. Peut-être que cela pourrait être ton titre. Pour l'instant, le bon sens l'a emporté, même si l'on peut dire que les dégâts sont déjà faits. Restez à l'écoute. Je vous tiendrai informé ici sur YouTube, ainsi que sur mon Substack et mon Patreon. Merci infiniment d'avoir regardé et de soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci encore. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.
I will see you back here tomorrow. Take care.